Hola, 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 nous sommes Olivier et Marie-Isabelle, créateurs du congrès online de l'amour irrésistible qui finit aujourd'hui cette partie gratuite et qui continue toute l'année et au-delà pour les VIP Love 2019. Et oui, nous fermons aujourd'hui le congrès de l'amour irrésistible saison 2 avec cette dimension 4 aussi qui se ferme en même temps, amour irrésistible et quantique. Simplement, l'année prochaine, on vous donne déjà rendez-vous pour la saison 3. Alors, cette dimension 4 qui se ferme aujourd'hui, amour irrésistible et quantique. C'est la dimension qui va au-delà de la relation de couple et pour cela nous allons parler du leadership de l'amour. C'est l'amour comme force motrice de tous les projets et pour cela nous avons un expert, un grand, Martin Latulippe, bien fermé avec nous ce congrès de l'amour irrésistible 2019. Que ceux qui ne connaissent pas Martin lèvent le doigt. C'est après avoir frôlé la mort en 2001 que Martin décide d'accomplir son rêve de devenir conférencier professionnel en leadership. Il est auteur de plusieurs livres best-sellers. Il est l'un des seuls experts francophones à avoir eu le privilège de partager la scène en anglais avec certains grands leaders de ce monde, dont notamment Sir Richard Branson et Jack Canfield. Conférencier, mentor, auteur, la liste de ses accomplissements et de ses champs d'intervention est impressionnante. Nous nous retrouvons tout de suite avec Martin Latulippe, interviewé par Marie-Isabelle. Merci, merci et merci Martin de nous avoir dit oui et démarrer cette histoire d'amour avec nous. Ben, écoute, ça fait plaisir. Quand on parle d'amour, je suis là. Je suis pas trop loin derrière. Ah, merci, je savais, je savais. En plus, tu sais, aujourd'hui, on finit le congrès de l'amour irrésistible 2019. On a passé toute une semaine. Des milliers de femmes autour du monde ont pris le temps de regarder plusieurs conférences pour apprendre l'amour de soi, à aimer sans se perdre, à créer un monde idéal en couple. Et maintenant, nous sommes dans cet amour qui va au-delà de la relation de couple. On a parlé neurosciences, on a parlé épigénétique, on a parlé révolution par l'amour. Mais maintenant, je voulais quand même finir ces congrès en parlant de choses concrètes. Il y a un aspect dans la vie des femmes qui des fois nous fait un peu trembler et particulièrement moi, je ne savais pas si on pouvait mélanger ces deux choses. C'est le leadership et l'amour. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles, parce que toi, tu es un leader et tu parles beaucoup d'amour, d'humanisme, de toutes ces choses-là. Parle-nous un petit peu de comment c'est ce leadership et de l'amour et c'est possible. Ben, écoute, d'abord, excellente question. Je suis vraiment content que tu me la poses. Mais avant, si tu me permets, Marie-Isabelle, j'aimerais juste revenir sur l'importance de votre congrès et de votre thématique. Parce qu'en fait, euh, moi, tout ce que je fais et ma mission première, je te dirais que au centre de tout ce que je fais, il y a un mot et c'est le mot amour. Et c'est drôle parce qu'on a passé des décennies et des décennies à vouloir dissocier le business et l'amour, le travail et l'amour, le leadership, pour en revenir à ta question, et l'amour. Alors que je crois que une des premières réflexions que les femmes qui nous écoutent doivent faire, c'est de dire, pendant combien de temps encore que je vais continuer à dissocier ces trucs? Parce qu'en fait, ça ne me rend pas du tout service de dissocier des trucs qui peuvent être mariés. J'aime beaucoup le parcours dans lequel vous avez amené les femmes qui ont participé à votre événement parce qu'en fait, je m'aime nous rappelle que ça commence par soi. Mm. Et par la suite, c'est je t'aime, mais sans me perdre. Parce que des fois, on peut aussi se perdre soi-même et on peut se perdre dans l'autre personne. Mm-hmm. Et par la suite, ben, tout est co-création. Il faut aussi se rejoindre. Mais avant de se rejoindre, il faut accepter de devenir une personne entière pour ne pas essayer d'aller chercher un manque chez une personne. Et finalement, ça fait une relation et un couple qui est peut-être parfois dysfonctionnel ou incomplet. Alors, pour moi, cette idée-là du leadership et de l'amour, certainement, Marie-Isabelle, parce que je crois que justement, il faut cesser de s'obstiner à vouloir dissocier les deux, de être un leader versus être une personne de cœur, être une personne connectée, selon moi. Ce n'est pas un ou l'autre. Selon moi, plus que jamais aujourd'hui, ça doit être un et l'autre. Alors, les femmes qui nous écoutent ont différentes façons d'exercer leur leadership.
Mais si on tombe dans le piège de réfléchir au leadership dont on fait l'apologie dans la société, qui est une position, un succès, qui est être en avant-plan, qui est de prendre la parole de façon charismatique, confiant, changer le monde. Oui, ça peut aussi être cela. Par contre, quand moi je pense au leadership de ma mère. Ma mère qui, toute sa vie, Marie-Isabelle, toute sa vie, a été une leader silencieuse, une leader tranquille, une leader douce. Et moi, toute ma vie, j'ai jamais pensé que ma mère était une leader parce que mon père était un grand leader. C'était un homme charismatique qui avait des positions publiques, qui était engagé dans son entreprise, dans notre communauté. Et il y a quelques années, ma mère a pris sa retraite. Et moi et mon frère, on a pris l'avion et on a été saluer la retraite de ma mère parce qu'il avait organisé en fait une soirée spéciale où il voulait lui rendre hommage. Alors, il y avait des employés, il y avait des patrons, il y avait toutes sortes de gens que ma mère avait eu la chance de travailler avec au cours des 30 dernières années. Et ça a été une très grande leçon sur le leadership et l'amour. Et c'est pour ça que je veux te raconter ce qui suit. Alors, moi et mon frère, on était assis. Et à un moment donné, le patron s'est levé, puis il a invité les gens dans la salle à faire un petit témoignage pour ceux qui le voulaient bien. Et moi, en toute honnêteté, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui va se lever. Ma mère, elle est très silencieuse, elle est très tranquille. Et en fait, c'est un truc de folie ce qui s'est produit parce que, un après l'autre, les gens se sont levés et ont fait un témoignage tellement intime sur la fois où ma mère leur avait apporté de l'empathie. La fois où ma mère leur avait donné une tape sur l'épaule. La fois où ma mère leur avait offert une épaule pour pleurer. La fois où ma mère les avait aidés. La fois où ma mère les avait servis. La fois où ma mère les avait fait rire à pleines larmes alors qu'il y avait une journée difficile. À sa façon, ma mère avait décidé d'arrêter de dissocier leadership et amour et de comprendre qu'elle, à tous les jours, elle pouvait se choisir et jouer un rôle extrêmement impactant de leader, même si c'était en toute tranquillité et en douceur. Donc, je pense que c'est souvent une erreur que l'on fait, moi, de croire que le leadership, parce qu'on en fait tellement l'apologie, que c'est du domaine de la performance, de l'excellence publique. Et là, on peut se dire, si je fais cela, peut-être que je vais devoir faire des trucs qui ne sont pas très amour. Alors qu'en fait, on voit une vague maintenant de leaders qui sont complètement exceptionnels, des compagnies qui font une différence hallucinante avec leurs leaders, qui ont des cultures où l'amour est au centre de leur démarche, de leur expérience client, de leur expérience employée. Mais ce que j'inviterais les femmes à faire, c'est vraiment de réfléchir à cette question-là, de dire, pourquoi est-ce que je dissocie les deux? Si je veux être une leader dans mon entourage, si je veux être un exemple pour mes enfants, si je veux être un exemple pour ma communauté, pour mes proches, pour ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Et pourquoi je ne le ferais pas avec amour? Avec empathie, avec sympathie, avec compassion. Parce qu'en fait, l'amour, selon moi, oui, c'est une décision. Mais en fait, le problème, c'est qu'on oublie de prendre cette décision-là tous les jours. Tu comprends? Donc, première réponse à cette question-là, c'est que pour moi, on doit cesser de s'obstiner, de dissocier les deux et comprendre que ce n'est pas un ou l'autre, mais ça doit être un et l'autre. Et en fait, on doit marier les deux. Quel beau cadeau que de décider d'être le leader de sa vie, donc se choisir, s'aimer, et de propager en fait cet amour-là en amenant des gens avec nous et en le faisant avec amour. Et pour moi, je pense que ça devient vraiment une véritable marque de commerce et un mode de vie quand on décide qu'au lever du soleil, la décision la plus importante de leadership qu'on peut prendre, c'est de se choisir et de s'aimer. Et que lorsqu'on fait ça, automatiquement, on a un leader.
parce qu'on décide de briller de notre propre lumière. Un jour, un de mes leaders, Marie-Isabelle, juste avant que tu passes à ta prochaine question, m'a dit, en fait, Martin, ton boulot à tous les jours de leader, c'est de briller de ta pleine lumière. Et si tu fais ça, Martin, les autres vont te suivre. Et j'avais de la difficulté, en fait, à comprendre cette idée-là. Parce que pour moi, il fallait convaincre les gens de nous suivre, il fallait influencer les gens de nous suivre. Et lui disait non, toi d'abord. Toi, brille de ta propre lumière. Et là, il m'a donné cette image-là qui m'a toujours demeuré. Il dit, regarde le soleil. À tous les jours, le soleil se lève. Et même s'il y a des nuages, même s'il y a des intempéries, le soleil derrière n'arrête pas de briller. Il est encore là, c'est qu'on ne le voit plus. Mais lui, il brille. Et en retour, sa constance de briller à tous les jours, beau temps, mauvais temps, beau temps, mauvais temps, sa constance de briller à tous les jours fait en sorte que, qu'est-ce que la nature décide de faire? La nature décide de s'élever vers le soleil. Regarde les plantes, regarde les arbres, regarde les fleurs. Ils poussent naturellement en direction du soleil parce qu'elles sont attirées, tu comprends? Elles sont attirées par cette brillance-là et cette puissance-là. Et je pense que l'humain, exactement la même chose. Quand on décide de briller de sa propre lumière, eh bien, ultimement, il y a des gens aussi qui viennent s'attacher à cette mission-là qu'on s'est donnée, à cet impact-là qu'on va avoir dans le monde. Ça me met la chair de poule tout ce que tu dis parce que je pense que là, tu nous as fait un cadeau précieux de nous rappeler ce leadership que nous avons. En plus, je trouve que les femmes, nous avons un leadership naturel. C'est naturel, ce besoin d'aller guérir, faire attention, c'est naturel chez nous. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de nous regarder, qui ont précisément cette sensation de je suis divisée, de j'aimerais bien servir, ou j'aimerais bien être bien dans ma famille, être une maman, mais c'est comme s'il y avait le monde entier qui nous attendait pour être sauvé. Tu vois, cette sensation de je dois sauver le monde. Et j'aimerais bien que tu nous dises, toi, bien sûr, tu es un leader international, on te connaît, on te suit énormément, mais je te remercie cet exemple que tu nous as donné avec ta maman, parce que j'avais envie de te demander précisément pour les femmes de ta vie, donc ta maman et aussi ta femme. Parce que ta femme, elle n'est pas là à côté dans toutes tes présentations, mais comment est ce leadership de ta femme à côté de toi? Ben, il est monumental. Oui. En fait, je veux dire, tout ce qui est, c'est un cliché de dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ou encore une bien plus grande femme. Mais en fait, tout ce projet-là que l'on a constitué, mais c'est un projet d'équipe, c'est un projet commun. C'est impossible pour moi de me réaliser si j'ai pas ma femme qui, elle a le plus grand boulot qu'il soit, qui est de prendre soin de nos enfants, parce que d'une décision commune, puisqu'on pouvait se le permettre, ma femme, elle voulait être à la maison. Elle voulait être cette leader-là, tu comprends? Elle est psychologue de carrière, donc elle a mis sa carrière de côté, mais les millions de petites actions qu'elle fait derrière pour rendre possible un million de choses, c'est juste hallucinant. Mais encore aujourd'hui, dans cette position-là qui est tellement, malheureusement, pas assez valorisée dans la société, c'est une leader incroyable. Mais tu sais, moi, je dis toujours, les femmes font partie, selon moi, d'un des plus grands mensonges du leadership. Et ce que je veux dire, c'est que dans la place publique et dans l'œil public, on dit souvent, il n'y a pas assez de femmes en leadership. Mais en fait, mais pourquoi est-ce qu'on continue de nourrir ce mensonge-là? Parce que la raison pourquoi il n'y a pas de femmes en leadership, ou il y en a moins, et pourquoi il y a plus d'hommes qui sont dans l'œil public, c'est parce qu'il y a des femmes derrière qui prennent soin. Tu comprends? En politique, pourquoi il n'y a pas assez de femmes qui se présentent? Parce qu'ils veulent rester à la maison, prendre soin des enfants, ils veulent pas. Tu comprends? Donc, à un moment donné, c'est que ce style de leadership-là devrait vraiment changer sa structure et sa façon de faire. Moi, je me rappelle, un de mes amis était un haut politicien ici au Canada et je lui disais, pourquoi tu ne proposerais pas que chaque femme qui veut se présenter au pouvoir sous ton leadership n'aurait pas besoin d'aller siéger en chambre des communes où les politiciens doivent se rassembler pour faire les réunions. Et il me dit, mais ça fait partie de la tradition. J'ai dit, on est en 2019, là.
Moi, je fais des rencontres Zoom. Présentement, tu es dans le sud de la France. Moi, je suis au Canada. On s'entend très bien. Je fais des conférences dans les plus grandes entreprises au monde qui ont des budgets de des milliards de dollars et on fait des conversations virtuelles et on s'entend très bien. Alors, vous pourriez très bien faire fonctionner la province en ayant les idées des femmes, mais en leur permettant d'être à la maison le soir, en leur permettant de jouer leur rôle de maman, mais ne jamais vous priver de leur idée puissante de leadership. Mais lui, son paradigme, c'était la structure de la politique, la tradition, c'est fait de même. Mais comment est-ce que tu comprends? Donc, je crois que c'est un mensonge. Je crois que, comme tu dis, les femmes sont des leaders exceptionnels, ont une puissance incroyable. Et tu sais, lorsque moi, j'ai commencé ma carrière de conférencier, Marie-Isabelle, je faisais beaucoup de conférences dans les lycées. Et tu sais qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore la vérité, mais à l'époque, 70% des leaders étudiants, donc les personnes qui étaient sur les conseils étudiants, secrétaires, présidentes, trésorières, 70%, ce sont des femmes. Déjà dans le jeune âge. Parce que les garçons sont un peu plus cons. Les garçons, ça vient un peu plus tard. Les garçons sont dans la perfo, sont dans l'ego. Mais après, qu'est-ce que la femme fait? Si elle décide d'avoir des enfants, d'avoir une famille, ben, elle va honorer ce rôle de leadership-là, mais elle demeure une leader spectaculaire, comme ma femme l'est. C'est juste qu'elle ne répond pas à l'apologie, selon moi, fausse, dont on fait de c'est quoi le leadership aujourd'hui. Pour moi, le leadership, je le vois tous les jours. Je le vois chez ma femme quand elle prend soin des enfants. Je le vois chez ma femme quand elle prend une décision. Je le vois chez ma femme quand elle dit oui ou quand elle dit non. Je le vois chez ma femme quand elle décide de s'engager pour une cause quelconque. C'est juste que elle, c'est pas public nécessairement, mais elle a son impact d'une façon spectaculaire dans mon quotidien, comme ma mère l'a eu aussi. Oui, je te demandais ça parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont déjà en couple et qui trouvent que sa relation n'est pas épanouie parce que, par exemple, elles sont la femme d'une personnalité, d'un homme d'affaires, de quelqu'un qui voyage beaucoup. Et donc, elles arrivent dans un moment où elles croient que le travail qu'ils font, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas bien. J'aimerais bien que tu finisses quand même pour donner un message à toutes ces femmes-là qui sont en train de faire tout ce travail et pour soutenir, comme tu dis, la maison d'une autre façon et qu'ils sont en train de se poser la question si elles sont vraiment en train de réussir sa mission de vie, son leadership, toutes ces idées qu'on a, qui sont tellement bien marketées maintenant partout. Ouais. Écoute, je crois qu'il y a deux choses dans ce que tu dis et en fait, ce que moi j'aimerais dire aux femmes. C'est que, d'abord, dans ce que moi j'ai dit, c'est très important de comprendre que cette décision-là que moi et ma femme on a prise, elle a été prise d'un commun accord. Tu comprends? Donc, c'est super important. C'est-à-dire, quand tu dis je t'aime, mais sans me perdre, si ma femme avait fait cela, mais que ça n'avait pas été d'un commun accord, elle aurait pu se perdre. Donc, je pense que souvent, une erreur que les femmes vont faire, c'est de toujours dire oui et de ne jamais dire non au détriment de ne jamais se dire oui à elle. Tu comprends? Donc, elles passent leur vie, en fait, à ne jamais dire non et au final, elles ne se disent jamais oui à elles. Donc, pour nous, c'est un commun accord. Donc, je pense que c'est important pour toutes les personnes qui sont en couple, c'est-à-dire, présentement, le besoin du moment, c'est quoi? Est-ce que le besoin du moment, c'est d'être une maman à la maison, c'est de prendre soin des enfants? Ça peut être le besoin du moment. Par contre, le besoin peut changer. Et c'est important de rester à l'écoute de ce besoin. Et ça, c'était la deuxième partie de ce que je voudrais dire. C'est que c'est pas parce qu'on a une posture X, Y ou Z depuis 3, 4, 5 ans qu'on est obligé de garder la même identité, la même posture. Ça se peut qu'il y ait des envies qui montent. Et là, à ce moment-là, par contre, c'est le retour du balancier. Il faudra aussi que ça soit d'un commun accord. Parce que si vous avez une lancée et vous avez une envie quelconque, et maintenant vous en parlez à votre conjoint, et que lui n'est pas d'accord avec votre envie, là, selon moi, mon avis, je ne veux pas créer du trouble dans le couple, mais pour moi, il y a injustice parce qu'en fait, il faut constamment être à l'écoute des besoins de l'autre et de voir comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, comment on peut soutenir le rêve et l'idéal de l'autre. Parce que c'est pas parce qu'on a un idéal commun qu'on ne peut pas avoir aussi des idéaux qui sont peut-être parfois avoir ses propres projets, avoir sa propre envie, sa propre ambition, se réaliser, se faire reconnaître. Il n'y a rien de mal par rapport à ça. C'est le besoin que j'ai.
Mais ça se peut qu'il y ait des femmes qui écoutent le congrès, le sommet, et qui sentent que présentement, ben, ça fait peut-être 4, 5, 6 ans qu'elles se sont oubliées, qu'elles ont oublié de se choisir, qu'elles ont oublié de se dire oui, parce qu'ils disaient oui à tout le monde, sauf à elles. Mais c'est important aussi d'être à l'écoute de ce message-là et d'en parler encore une fois d'un commun accord. Et là, ben, si jamais il y a une friction, si jamais il n'y a pas une bonne réceptivité de la part du conjoint, selon moi, il faut vraiment justement faire un parcours au niveau de revenir aux bases et aux fondamentaux, l'amour de soi, s'aimer, projet commun, l'idéal, ensemble. Vous savez, un couple, c'est toujours à travailler. Donc, ça se peut qu'il y ait des désaccords, mais selon moi, la journée où l'un ne peut plus grandir à côté de l'autre, c'est le début de la fin. Parce qu'en fait, on devrait toujours... Vous savez, un jour, j'ai entendu un truc vraiment brillant qui m'a fait énormément réfléchir. Il y a une grande spécialiste aux États-Unis qui s'appelle Dr. Shefali, qui est une experte au niveau des couples, de la relation. Et elle a dit ce truc-là qui m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, Marie-Isabelle, et je vous l'offre pour toutes les femmes qui l'écoutent, hein, si ça peut vous aider. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans mon amour à moi, mais mon amour de couple aussi. Elle dit, elle est psychologue en cabinet, donc elle reçoit des milliers de femmes à chaque année. Et des milliers de femmes à chaque année qui entrent dans son cabinet et qui lui disent « Dr. Shefali, je suis en amour, I'm in love, c'est l'amour de ma vie, je vais le marier, ça va être incroyable, c'est le bon, finalement j'ai trouvé le bon, c'est l'amour. It's the love of my life. » Et elle dit, avec les années, souvent je regarde cette femme-là et je lui dis « Oh, honey, chérie, je suis tellement content pour toi que tu sois en amour. » Et elle dit, aujourd'hui, je me gêne plus pour leur dire ce qui suit. Je les regarde et je leur dis, OK. Elle dit, je suis content, chérie, que tu sois en amour, mais ne te marie jamais seulement parce que tu es juste en amour. Marie-toi surtout avec une personne avec qui tu peux grandir. Et la différence, c'est laquelle? C'est que on ne fait pas la décision de marier une personne ou d'être en couple avec une personne seulement sur un élan passionnel. Parce que l'élan passionnel, dans quelques mois, peut-être quelques années, il va faire place à des défis. Il va faire place à la réalité. Il va faire place à « j'ai une envie que tu ne soutiens pas, j'ai un besoin que tu ne soutiens plus ». Et là, on a peut-être des divisions, on a des frictions. À ce moment-là, on devra prendre une décision commune. Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour grandir ensemble? Et ça, c'est une question qu'on oublie de se poser parce qu'on va souvent retourner à dire « ben, je l'aime plus. La flamme qui était là, je ne l'ai plus. » Oui, mais maintenir la flamme, souvent, ça vient dire traverser des moments difficiles, avoir des conversations difficiles. Ne pas avoir peur de se dire « je m'excuse, j'ai merdé, pardonne-moi, j'ai pas fait la bonne décision là, j'espère que tu vas me pardonner. Comment est-ce que je peux réparer le tort que je t'ai fait? » Et se pardonner, prendre un recul. Donc, ça fait partie d'une dynamique, encore une fois, de se choisir, mais de comprendre que se choisir, souvent, ça vient avec grandir et ça vient avec des conversations que les femmes qui nous écoutent, ça se peut qu'elles aient des conversations peut-être un peu difficiles à avoir avec leur conjoint ou avec elles-mêmes, mais de commencer à se prioriser, à se choisir, il n'y a aucun problème, et de commencer à exprimer qu'elles ont des envies autres ou des besoins qu'elles veulent se réaliser, il n'y a aucun problème aussi. Dans les deux cas, on parle de grandir. C'est vrai. Comme tu disais, la première chose, c'est s'éclaircir. Si on n'est pas éclairci jusqu'à maintenant, il faut regarder encore une fois tout le congrès et vérifier qu'est-ce qui se passe dans notre relation de couple. Parce qu'on parlait aussi avec un autre expert, avec Dawson Church, que c'est pas que l'amour, on a besoin de ses compétences. Ici, on est en train d'apprendre des compétences. Mais c'est vrai qu'il arrive un moment dans la vie d'une femme, je le dis pour moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là dans ce même cas, dans lesquels on a envie de faire ces pas additionnels. On a déjà eu des enfants, ou on a déjà vécu une relation de couple comme on voulait, ou même on n'a pas vécu une relation de couple et on veut démarrer pour se lancer dans cette histoire d'être leader d'une communauté, de se lancer en affaires, d'être entrepreneuse.
Mais toutes les femmes qui sont en train de regarder ces congrès, ce sont des femmes qui sont interpellées soit par la spiritualité, soit pour le développement personnel, pour l'amour, et sont dans cette recherche, tu sais, des vrais, du cœur. Et pareil, tu disais tout à l'heure, business et amour, coupé, argent et amour, rien à voir. On a réussi même à dire sexe et amour, rien à voir. Donc on arrive à tout couper. Mais tout un expert en entrepreneuriat, j'aimerais bien que tu commences déjà à nous raconter comment peut démarrer une femme à découvrir son leadership quand elle a envie d'impacter le monde. En amour, et en spiritualité, et en cœur. C'est trop demandé? Non, n'est-ce pas? Non, aucunement. Je veux dire, pour moi, regarde, il y a une notion d'abord avant tout que moi qui est au centre du leadership. Premièrement, le leadership, c'est être au service. Donc, encore une fois, tu dis quel conseil qu'on peut donner à ces femmes-là qui nous écoutent, qui veulent impacter le monde. Et souvent, c'est ce qui nous empêche de nous lancer. Parce qu'on se dit, impacter le monde. Ça nous semble tellement gros, tellement loin que je dis, mais par où est-ce que je commence? Je suis qui? Et là, on est frappé par le syndrome de l'imposteur, on est frappé par le doute, on est frappé par toutes sortes de trucs. Alors que lorsqu'on revient à la notion que le leadership, d'abord et avant tout, c'est d'être au service. Numéro 1, on doit être au service de son monde. Pas changer le monde, mais changer son monde. Donc, d'abord et avant tout, vous avez commencé toute cette expérience-là de ce que vous êtes en train de faire avec « je m'aime ». Donc, j'en reviens, je réitère, je persiste et je signe. Comment avoir un impact sur le monde? D'abord et avant tout, commence par toi, par être au service de toi. Est-ce que tu prends soin de toi comme tu devrais prendre soin de toi? D'une échelle de 1 à 10, t'es-tu oublié au cours des dernières années? Est-ce que tu justifies pourquoi tu t'es oublié? Pour X, Y raisons. Elles sont peut-être vraies. Mes enfants, la famille, tous les trucs. Mais maintenant, à partir de maintenant, si tu veux jouer dans l'arène du leadership, c'est-à-dire, OK, et concrètement, qu'est-ce que je peux faire demain comme petite action pour changer la dynamique et me mettre dans une logique de progrès? Parce que le leadership, souvent, on pense que c'est une équipe. Mais oublie jamais une chose, Marie-Isabelle, pour les gens qui nous écoutent, le leadership commence avec « je ». Je suis le leader de ma vie. Par la suite, on fait l'erreur de dire, bon, ben, OK, j'ai changé mes trucs, je suis dans une meilleure dynamique, je bouge les choses, mais par la suite, je suis qui pour changer le monde ou impacter le monde? Non. Après le « je », va juste au « nous ». Impacte ton monde. Impacte ta communauté. Vous savez, moi, dans 2 semaines, au moment de tourner cette vidéo-là, dans 2 semaines, je vais me faire raser les cheveux au complet pour soutenir les personnes qui sont atteintes du cancer. Okay? Donc, c'est sûr que ça me challenge dans mon identité parce que je suis reconnu pour ma belle chevelure ou pour peu importe. Mais en même temps, est-ce que ma coupe de cheveux va changer ou impacter le monde? Non. Dans ce geste-là qui est très symbolique pour moi pour aider les personnes qui souffrent, c'est que je veux juste avoir un impact sur le nous, dans ma petite communauté. Dans ma région, il y a des gens qui souffrent. Dans ma région, il y a des gens qui n'ont pas les sous pour se déplacer, pour aller faire de la chimiothérapie, pour avoir des traitements de classe mondiale, parce que je demeure en région. Donc, on a besoin de sous. Alors, j'aimerais vraiment que les femmes qui nous écoutent comprennent qu'on commence par le « je », mais par la suite, juste aller au « nous ». Qu'est-ce que tu peux faire autour de toi pour être au service de ton prochain? Et ça te met dans une dynamique de leadership. Et souvent, tu sais, Marie-Isabelle, quand je parle de cela, les gens souvent vont confondre la simplicité de l'idée avec son efficacité. Parce qu'en fait, moi, même au niveau international, auquel tu as fait référence tantôt, tu es un leader international, même quand que je veux changer le monde, la seule prémisse que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, Marie-Isabelle, c'est comment je peux être au service. Comment je peux être au service aussi? C'est juste que là, c'est une cause plus grande que moi-même.
Comment je peux être au service? Donc, c'est là que je vais utiliser les médias sociaux plutôt que d'impacter que ma région. Je veux dire, ben, si je faisais une vidéo sur ce qui semble toucher mon entourage quand j'en parle, le nous, ils disent, Martin, ça m'a aidé. Martin, ça m'a inspiré. Martin, t'es inspirant. OK. Et si je faisais une vidéo qui va peut-être impacter 2000 personnes, 5000 personnes, 20 000 personnes, 1 million de personnes. Tu comprends? Donc, mais souvent, on fait l'erreur de dire, ben, parce que je ne peux pas faire ça tout de suite, je ne suis pas une leader, ou je ne peux pas être entrepreneur, ou je ne peux pas être femme d'affaires. Non. Commençons ici. Parce que pour moi, c'est là l'impact. Et là, par la suite, c'est juste une question d'augmenter le volume de gens qu'on rejoint si on veut avoir vraiment un impact international ou changer le monde ou faire sa différence. Mais pour moi, on fait souvent l'erreur de ne pas faire le premier pas parce qu'on trouve que ben, on est qui pour faire cela, alors qu'en fait, en commençant ici, comme un acte qu'on peut faire dans notre communauté, comme un acte que l'on peut faire pour notre famille, pour des enfants malades dans notre région, pour un hôpital, pour un centre de bénévolat. Et les gens vont dire, « Ouais, mais Martin, c'est du business. » Ouais, mais attends, dans la Bible, il est écrit que le vrai test de la générosité, c'est lorsque l'on donne à partir d'un endroit que l'on ne croyait pas avoir de disponible ou d'une ressource que l'on ne croyait plus avoir de disponible. Ça veut dire que si tu n'as pas de temps et que tu donnes du temps, ça, c'est de la grosse générosité. Et c'est du gros leadership. Si tu n'as pas de sous et tu donnes quand même un peu de sous parce que tu crois au don, ça, c'est de la grosse générosité. Tu comprends? Donc, c'est du gros leadership selon moi. Alors pour moi, leadership, c'est générosité. Leadership, c'est don de soi. Leadership, c'est parfois donner ce que tu crois ne plus avoir et tu le donnes quand même pour un acte de foi, pour bâtir un monde meilleur, pour contribuer, pour faire ton héritage. Donc, pour moi, ça n'est pas obligé d'être votre vérité, mais moi, c'est ma vérité. Je ramène toujours le leadership à je, d'abord et avant tout. Est-ce que je peux mieux me choisir? Tu sais, au cours des derniers mois, Marie-Isabelle, j'ai perdu 30 livres, donc environ 20 kilos. C'était beaucoup de poids. Mais ça paraissait pas nécessairement que j'étais en embonpoint parce que je le portais bien, comme on dit. Par contre, je n'étais pas bien dans mes baskets. J'avais oublié J'avais oublié de me rechoisir, de me lancer des défis. J'avais mille et une excuses de merde pour dire pourquoi j'avais pas le temps d'aller m'entraîner. Et le 18 juillet, j'ai décidé de complètement prendre une décision différente par rapport au jeu. Un mois plus tard, je faisais des sprints triathlons, je courais mon premier demi-marathon et maintenant, je suis sur une cadence comme j'ai jamais été de ma vie de je, le leadership, le je. Et ça, directement, Marie-Isabelle, les gens peuvent aller voir sur ma page Facebook, les partages que j'ai faits, les gens par centaines et par centaines, le nous est inspiré de me voir en action. Je leur dis pas allez vous entraîner, je leur partage ce que je suis en train de faire comme expérience, le je. Et indirectement, le nous est inspiré. Donc, indirectement, je fais ma différence. Et si je continue à faire cela, bien, ça grossit encore. Et c'est là qu'on change le monde. Mais moi, j'aime toujours de partir de changer mon monde. D'abord et avant tout, c'est plus accessible. C'est génial. Et je t'assure, je te suis sur Facebook, je te voyais après courir et je parlais avec Olivier et c'est mince. Martin Latulippe est en train de courir, il faut que je m'y mette quand même. C'est vraiment cet impact qu'il y a quand on voit des personnages comme toi qui on peut dire, ont réussi. On sent déjà, ouais. on a tous envie d'y aller, on va dire, d'une certaine façon. Et te voir encore une fois dans cette posture de se poser des questions, de se remettre des défis. Tu parlais le jour où j'ai vu cette vidéo, tu disais de faire des choses tous les jours, de se mettre des défis pour 3 mois, d'être là à se challenger tout le temps. Mais tu as parlé aussi des choses qui sont récurrentes chez nous. Je peux dire que chez nous, les êtres humains, pas nécessairement que les femmes, tu me diras avec ton expérience, ils se excusent. Hein. On a toujours des excuses. Et oui, j'aimerais bien impacter. Oui, c'est sympa. Martin a dit il faut me mettre au service. Mais tu sais, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'expérience. Toi, tu as démarré comme ça. Hein. Tu as démarré, tu venais de sortir de tes études et tu as démarré cette carrière. Reviens à tes origines et raconte-nous un petit peu comment faire face à ces excuses qui viennent là nous donner autant d'arguments, hein, parce que c'est des arguments super clairs. On n'a pas de temps,
on n'a pas d'argent, on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'expérience. Comment on fait? Ben, les excuses, en fait, c'est les chaînes qui vous tiennent attachés au mur de l'inaction. Tu comprends? Donc, en fait, des excuses, ça devient aussi une croyance. Et une croyance, c'est quoi? C'est une idée que l'on croit vraie. C'est-à-dire, j'ai pas le temps. Ainsi soit-il. J'ai pas le temps. Ton cerveau va tout faire pour valider ce que tu crois. Donc, si tu te dis, j'ai pas le temps, ton cerveau, toute la journée, va passer une grande partie de la journée dans son subconscient à chercher toutes les raisons pour justifier pourquoi tu n'as pas le temps. Si tu dis, je suis fatigué, ton cerveau va passer toute la journée à tenter de justifier et valider pourquoi tu es fatigué. Tu as mal dormi, faut que tu fasses ceci pour les enfants, faut que tu fasses ceci pour ton conjoint. Alors que lorsqu'on change la dynamique, de se dire, OK, c'est vrai que j'ai une réalité, mais est-ce que je peux me poser la question suivante? Avec les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer la dynamique? Donc, je comprends que tu es fatigué ou que tu n'as pas le temps. OK. Mais avec le temps dont tu disposes présentement, comment peux-tu commencer? Et pas dire, je peux pas. Non. La logique, c'est avec les ressources dont tu disposes. Qu'est-ce qui est possible? Et tu commences de là, le premier pas. Vous savez, lorsque Viktor Frankl, qui est un survivant de 2 camps de concentration de 1942 à 1944, lorsqu'il était en camp de concentration, on s'entend qu'il n'y avait pas de ressources. Ça serait peu dire. Okay? À tous les jours, il assistait à quoi? Des gens qui allaient dans la chambre à gaz, des cris, des atrocités, des violences, des viols. Une scène, je peux même pas m'imaginer ce que ces humains-là ont vécu. Mais il n'y avait pas de ressources. Et il aurait pu se dire, il n'y a rien à faire. Il aurait pu se dire, il n'y a pas d'espoir. Il aurait pu se dire, j'ai pas le temps. Il aurait pu se dire, il n'y a rien à faire. Par contre, avec les ressources dont il disposait, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer la chose? Et à partir de ce moment-là, il est arrivé avec une idée toute simple de proposer aux adultes qu'avant de se coucher, chaque adulte devait avoir la responsabilité de raconter une histoire à un enfant avant qu'il s'endorme. Parce que c'était inacceptable que les enfants aient à entendre ces atrocités-là avant de se coucher. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là pendant que vous entendez peut-être mon chien japper? Quelle atrocité! Quelle atrocité, mais quel bonheur d'être aussi dans ton intimité, chez toi, tu vois, on est chez toi. Oh oui, absolument, absolument. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est parce que si Viktor Frankl se dit « rien n'est possible, j'ai pas les ressources, il n'y a pas d'espoir », c'est impossible qu'il arrive avec l'idée de se dire « et qu'est-ce qu'on peut faire malgré la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire malgré la merde dans laquelle on est? » Et c'est là qu'on se met dans une logique de gagnant et qu'on arrête de dire ces excuses-là que je me donne, est-ce qu'elles fonctionnent pour moi? Est-ce qu'elles m'ont apporté du bonheur? Est-ce qu'elles m'ont apporté du succès, de l'abondance? La réponse, je peux vous le dire tout de suite, c'est non. La vraie raison des excuses, Marie-Isabelle, c'est que vous avez un gain à vous livrer vos excuses de merde. Vous y gagnez quoi? À continuer à vous livrer les mêmes excuses de merde. Je vais vous le dire, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez de ne pas vous exposer. Vous gagnez de ne pas prendre de risques, de demeurer confortable, de nourrir vos peurs, de ne pas vous exposer au regard des autres qui vont vous juger, vous dire « mais qui es-tu pour penser que tu peux faire ça? Mon d'où que tu as changé? » Et le regard des autres vous fait tellement peur que vous aimez mieux demeurer inconfortable dans votre inaction et continuer de faire des excuses plutôt que de dire « non, la vraie vie, c'est me mettre à risque. La vraie vie, c'est d'avancer au précipice
de mes désirs, mes ambitions, ma fougue, ce que je veux faire, et d'aller voir ce que c'est. Je sais que ça va être inconfortable, mais je vais le faire quand même, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et je sais que dans l'inconfort, je vais grandir. Et je sais qu'en me mettant en risque, je vais grandir. Est-ce que ça va être facile? Non, ça va pas être facile. Mais personne n'a dit que c'était facile. Mais moi, je me rattache toujours à cette idée-là. Quand je me dis, t'as pas le temps. OK? Avec le temps dont tu disposes, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et fais-le. OK? Je suis fatigué. OK? Mais même si tu es fatigué, avec ton état dans lequel tu te sens présentement, qu'est-ce que tu peux faire maintenant comme activité physique? Fais-le maintenant. Et je ne négocie pas avec mon cerveau. Parce que mon cerveau, c'est sûr qu'il va arriver avec les meilleures excuses au monde. Mais non! Reste assis sur le divan, sur le canapé, tu es tellement confortable. Et en plus, il y a un sac de croustilles et des biscuits dans l'armoire. Tu devrais aller les chercher. Ça va être fantastique. Allume Netflix, il y a une nouvelle série. Ça va être énorme. Ça, c'est le pire. Oui. Moi, je dis toujours ce qui suit. Pour les excuses, et faites-en ce que vous voulez. Mais je vous quitterai sur ceci, 2 choses. Premièrement, ma définition du succès, elle est très simple. C'est la mise en œuvre de petites actions, de petites habitudes et de petites pensées sur une longue période de temps. Si tu fais des bonnes petites pensées, des bonnes petites habitudes et des bonnes petites actions sur une longue période de temps, tu auras du succès. Peu importe qu'est-ce que le succès veut dire pour toi. Tu auras du succès financier, familial, en amour. C'est la même chose en amour. C'est le fait que j'ai des bonnes petites pensées envers ma conjointe, des bonnes petites habitudes de couple, d'amour, d'hygiène, d'amour et de bonnes petites actions sur une longue période de temps que je vais avoir du succès en couple. Okay? Mais quel est l'opposé? Et c'est ça le point que je veux faire sur les excuses. Quelle est ma définition de l'échec? C'est une série de mauvaises petites pensées, une série de mauvaises petites habitudes, une série de mauvaises petites actions appliquées sur une longue période de temps, de merde, de se trouver des excuses de merde pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où ce que tu ne travailles pas à faire des bonnes petites pensées, où ce que tu ne travailles pas à t'activer dans des bonnes petites habitudes, où tu ne travailles pas à faire des petites actions parce que tu as des excuses sur une longue période de temps, l'échec t'attend. Ça, je peux te le garantir. Donc, c'est OK, j'ai été là souvent. Je veux dire, il y a une époque, tu m'as dit, qu'est-ce que tu faisais au début? J'ai couché dans mon automobile. Je veux dire, mon électricité, mon pouvoir dans ma maison était déconnecté parce que je ne pouvais pas payer j'avais plein d'excuses pour arrêter. Mais heureusement, j'étais entouré par des mentors comme moi, comme toi, comme Olivier, pour me rappeler, dire, OK, les temps sont difficiles, on va être lucide, c'est OK, mais qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à avancer et ne pas t'abandonner? OK? Donc, c'est ce que j'invite les gens à se poser comme question. C'est génial, c'est clair. Je pense qu'on peut le dire un peu plus haut, mais pas plus clair. Hein. Ça, c'est clair. Tu nous as donné toute l'information qu'on a besoin chaque fois qu'on revient avec ces excuses. Et tu parlais tout à l'heure de ce leadership qu'on trouvait dans les écoles, dans les lycées, quand nous-mêmes, je pense que beaucoup d'entre nous qui sont en train de regarder, on était la présidente, on était la trésorière, on s'occupait des festivals, je ne sais pas quoi, par-ci, par-là, on chantait, j'étais à la chorale. Et d'un moment à l'autre, on commence à laisser toutes ces choses-là. Mais rassure-moi, tu as une académie quand même d'affaires, tu fais plein de projets en ligne, tu as des milliers de clients autour du monde. Il y a des femmes, il y a un bon pourcentage de femmes. Énormément. En fait, une des raisons pourquoi j'ai créé cette académie-là et une des missions qui sous-tendait cette Académie Zéro Limite-là, c'était de dire justement c'est qu'il y avait trop d'hommes. Et je me disais, non, je sais qu'il y a des femmes qui sont là. Mais comme ma mère, elles sont peut-être silencieuses. Elles ont peut-être besoin d'accompagnement, de guidance, de se faire montrer le chemin. Et en fait, depuis qu'on a lancé l'Académie Zéro Limite, cette année, ça va être la 7e édition, quand on va ouvrir les portes. Des centaines de femmes qu'on a aidées à se propulser, à avoir un tremplin vers une carrière en coaching, une carrière d'auteur, une carrière d'infopreneur, où est-ce qu'elles ont pris leur voix, leur message, leurs compétences, leur passion et qu'elles ont commencé à faire leur différence. À partir de jeu, il y a eu un travail à faire sur le jeu. Et par la suite, le jeu les a amenées à
il y a eu le nous. C'est comme, OK, wow, t'es impactante, t'as changé, c'est bien, c'est inspirant ce que tu fais. Et là, ça les a amenés à les propulser vraiment dans des sphères auxquelles je crois qu'elles ne croyaient peut-être même pas possible. Tu comprends? Donc, oui, il y a des femmes, absolument. Je pense que si j'aurais la possibilité de parler avec ces femmes, je parlais avec quelques-unes et pourront dire non, mais Martin, c'est génial, il m'a appris ça, c'est grâce à lui que je fais ça, c'est extraordinaire ce que je fais, c'est ce qu'il lui a fait dans ma vie. Mais comme je n'ai pas ces femmes ici, j'aimerais bien te poser la question à toi. Si tu pourrais avoir des enseignements que toutes ces femmes t'ont donné à toi, ça serait quoi les choses qui reviennent maintenant à ton esprit? Ben, c'est probablement pour moi d'embrasser plus des enseignements que ces femmes-là m'ont apportés. Oui, à toi. C'est probablement d'embrasser plus mon féminin sacré, mon côté féminin. Donc, vous savez, moi, j'étais beaucoup... je viens du monde de la performance, donc en fait, ma posture de conférencier, d'auteur et de coach en psychologie de la performance, c'est ce qui a fait ma fortune, on va dire. C'est ce qui a fait pourquoi j'ai été reconnu. J'ai été capitaine de l'équipe de hockey, championnat du monde, médaillé d'argent. Donc, moi, j'étais beaucoup dans la performance, on va dire, plus dans la tête, très millimétré. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai un grand côté féminin, mais que j'ai souvent masqué, mais c'est un peu comme l'histoire que je t'ai racontée, c'est que j'ai été tellement imprégné du leadership de mon père pour réaliser, il y a quelques années, que, je suis pas obligé de toujours sauter dans les airs et d'être extravagant. Je peux aussi me déposer ici, très calmement, dans ce que j'appelle mon côté plus féminin, ma compassion, mes émotions, mon ressenti, mon intuition, ma vulnérabilité. Et en fait, de côtoyer ces femmes-là, ça m'a emmené vraiment dans ce voyage intérieur-là. En fait, le voyage le plus important de ma vie, en fait, je te dirais, qui est un voyage pas vers l'extérieur, mais qui est un voyage vers l'intérieur. Et je pense que ce voyage-là vers l'intérieur que les femmes m'ont invité à entreprendre, vraiment m'a amené à avoir le plus grand impact à l'extérieur que j'ai jamais eu de ma vie. Tu comprends? Les gens, constamment, là, les gens que ça fait longtemps qu'ils me suivent, me disent toujours, Martin, ça fait longtemps que je te suis, mais tu as changé dernièrement. Tu as changé dans les dernières années. Je te trouve plus aligné. Je te trouve plus déposé. Je te trouve plus dans ton ressenti, authentique. Et quoique moi, j'ai toujours cru que j'étais authentique, je l'ai toujours été, mais avec seulement une posture. Donc, c'est un peu comme un diamant. Un diamant n'a pas qu'une facette. Il y a plusieurs facettes. Mais c'est comme si je brillais seulement de une facette. Et là, maintenant, ça m'a permis de montrer une autre facette et de montrer, en fait, que on est multifacette. Donc, je te dirais que c'est probablement la plus grande leçon que les femmes leaders, maintenant, c'est des grandes leaders d'impact, qui ont des impacts massifs dans le monde, m'ont apporté, que j'ai eu la chance d'accompagner. C'est génial parce que ça nous donne aussi à nous toutes la possibilité de commencer déjà à ressentir qu'on a eu cet impact. Je suis persuadée que les hommes, nos familles, nos amis nous ont dit au moins une fois, tu sais, toi, tu m'as aidé à être plus dans la compassion, plus dans la douceur. Et c'est ça finalement ce qu'on vient donner. Hein. C'est tellement simple, mais des fois, on le complique tellement. Tellement. Mais bon, Martin, avec toi, on pourrait rester des heures et des heures. Mais je sais que tu nous as sorti un temps précieux de ton agenda et tu nous as partagé en plus dans le temps que tu es à la maison. Mais j'aimerais bien qu'avant de partir, tu nous partages un exercice, quelque chose qu'on pourrait faire ici et maintenant pour commencer à développer notre leadership dans l'amour, dans le cœur, pour toutes ces femmes qui sont là en train de nous écouter. Parfait. Alors, ce sera très simple, mais encore une fois, il ne faut pas confondre la simplicité de l'idée avec son efficacité. Okay? Il faut savoir que c'est un exercice qui est utilisé par certains des plus grands athlètes au monde qui doivent se mettre dans une posture de leadership, de performance extrême, mais que ça fonctionne comme un charme. Alors, puisqu'on est ici dans un cadre où on parle d'amour, l'exercice s'appelle Protect the Mindset. Donc, protège ton mindset. Mais moi, je vais vous dire protéger votre amour. Okay? Donc, l'exercice est très simple. Sur une feuille, vous allez dessiner un rond. Okay? Et
à l'extérieur du rond, quand vous pensez à votre rêve, quand vous pensez à votre ambition, vos projets, ce que vous voulez devenir, j'aimerais que vous notiez à l'extérieur du rond tout ce en quoi vous n'avez aucun contrôle. Donc, par exemple, l'opinion des autres, le jugement des autres, l'économie, la température, vos parents, ce que votre famille va en penser, etc. À l'extérieur du rond, la non-validation des autres par rapport à votre projet, la non-validation de vos parents qui ne vous soutiennent pas, puis vous aimeriez tellement qu'ils vous soutiennent. Tout ça, c'est à l'extérieur du rond. Et à l'intérieur du rond, j'aimerais que vous écriviez la chose suivante. Mon amour. Habituellement, on écrit mon pouvoir. Mais quel est ton pouvoir ou ton amour? Le seul truc sur lequel tu as sincèrement le contrôle. Numéro 1, tes pensées. Numéro 2, tes émotions. Numéro 3, tes actions. Okay? Est-ce que des gens à l'extérieur de ton rond peuvent affecter tes pensées? Absolument. Mais à partir du moment où ils affectent tes pensées, si tu leur accordes du pouvoir à l'extérieur du rond, qui leur a accordé du pouvoir? C'est toi. Donc, comment peux-tu changer le sens de leur attaque, de leur mépris? C'est toi qui es en contrôle de ça, à l'intérieur de ton rond. Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas hypertrophier un accident qui est arrivé à l'extérieur du rond pour dire « Ah, elle m'a dit ceci. » Tiens, c'est qui ne gère pas bien ses émotions présentement? Si tu décides de mal gérer tes émotions, exagérer tes émotions, c'est toi. Et par la suite, si tu décides d'arrêter ton rêve, ton projet, parce que quelqu'un à l'extérieur de ton rond a dit « C'est impossible, ça ne fonctionnera pas, arrête de rêver en couleur. » Donc, tu arrêtes d'agir. C'est parce que tu as mal pensé, c'est parce que tu as mal géré les émotions et c'est parce que tu as arrêté de bouger. Ton pouvoir et ton amour est à l'intérieur de ton rond. Ça, c'est la chose que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu devrais être extrêmement prudent de protéger l'intérieur de ton rond. Okay? Donc, l'exercice est le suivant. À chaque fois que tu te sens en dissonance cognitive, à chaque fois que tu ne te sens pas bien aligné ou tu sens que tu es stressé, mentalement, tu peux regarder par terre, juste simplement tracer un petit rond par terre. Personne ne le sait que tu fais cela. Et toi, mentalement et physiquement, embarque dans ton rond pour te rappeler, calme-toi, pense mieux. Cette émotion-là qui t'habite, si elle était porteuse d'un message, quel serait ce message-là pour changer, pour garder l'espoir? Et quelle action tu peux faire concrètement maintenant dans ton pouvoir, dans ton amour? Et ça, on appelle ça faire de l'entraînement mental, Marie-Isabelle. Parce que sinon, comment qu'on entraîne notre mindset? Comment qu'on entraîne et qu'on muscle notre positivité? Seulement en se disant que c'est possible? Non. Et tu sais, cet exercice-là, Marie-Isabelle, il y a quelques années, il y a un homme aux USA qui s'appelle Felix Baumgartner, qui a été le premier homme à sauter de 39 000 mètres dans les airs et de faire un saut en haut de l'atmosphère, est devenu le premier homme au monde à traverser le mur du son juste avec son corps. Donc, un truc de folie, là. Imagines-tu l'entraînement pour s'entraîner et rester focus avant de sauter vers la planète Terre? C'est un truc de malade. Eh bien, l'entraînement qu'il a fait pour se préparer et demeurer aligné au moment où il allait sauter 39 000 mètres dans les airs, devenir le premier homme à traverser le mur du son, et l'angle dans lequel il allait rentrer dans l'atmosphère, s'il rentrait 2 ou 3 pouces dans le mauvais angle, pouvait faire en sorte qu'il partait en vrille et mourir immédiatement. Imagines-tu le stress de se contrôler sur des éléments sur lesquels il n'y a aucun contrôle à l'extérieur? Non. Il fallait qu'il se contrôle sur qu'est-ce qu'il peut contrôler. Ses pensées, ses émotions, ses actions.
Donc, moi, j'invite les femmes à demeurer dans leur rond. Moi, tous les jours, personne ne le sait. Je peux être à l'épicerie, mes enfants peuvent râler et j'ai envie de me concentrer sur l'extérieur de mon rond, râler, mal gérer mes émotions. Non. Des fois, je vais juste faire un petit rond à terre. J'embarque dans mon rond. Je respire. Je me rappelle que tout ça, j'en ai pas le contrôle. Sur quoi j'ai le contrôle, c'est mes pensées, mes émotions et mes actions. Donc voilà. Le rond de l'amour. On va l'appeler le rond de l'amour pour les circonstances. Ah, c'est génial, j'adore. Et en plus, tu sais, on est là tout en cercle. Donc, on a ces cercles, Voilà. on a ces cercles virtuels autour du monde. Toutes les femmes sont là connectées. C'est vraiment un plaisir. Je veux vous aider en plus, les filles, dans les cahiers d'activité, je veux dessiner ces ronds. Je veux noter que notre pouvoir, notre amour, ce sont les pensées, les émotions, les actions. Comme ça, vous n'aurez qu'à noter autour et à prendre vraiment cet exercice. Et je vous invite à prendre des photos et les mettre ici dans les commentaires pour que Martin puisse voir que vous êtes vraiment en train de faire le devoir aujourd'hui et d'avancer. Ça va être génial. Martin, merci. Quelle générosité, quelle clarté. Bon, je ne m'attendais pas moi. Merci de tout. Et tu sais, c'est la dernière conférence. Donc, si tu as un message, je vais appeler Olivier qui vient se rejoindre avec nous pour finir ce congrès de l'amour irrésistible 2019 avec toi. Voilà. C'est un charme. Oui, oui, oui. Donc, ils sont toutes là. Ils vont retrouver ici ton information, ta biographie, tous les réseaux sociaux pour rester en contact avec toi. Et maintenant, c'est à toi de nous dire les derniers mots pour dire au revoir à toutes ces femmes. Ben pour moi, c'est l'amour. L'amour est toujours la réponse. Voilà. C'est garder l'amour au centre de tout ce que vous faites, que ce soit en couple, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans votre communauté, comme j'ai dit, dans vos actions que vous faites, dans votre monde à vous. Selon moi, tant si longtemps qu'on est là-dedans, on va grandir. Donc, merci énormément d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous voulez venir me rejoindre sur différents médias sociaux, ça me fera vraiment plaisir et espérons qu'un jour, on pourra se rencontrer dans l'amour. Exactement. Merci beaucoup, Martin, et merci à toi, ma chère auditrice, de nous avoir regardé, d'avoir honoré ce rendez-vous d'amour qu'on avait avec Martin, avec Olivier et avec moi pendant toute cette semaine. Et si ce que tu as vu ici a changé ton cœur, a touché ton cœur, laisse tes commentaires. Martin, un grand merci du cœur pour clôturer ce congrès de l'amour irrésistible saison 2. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant cette semaine. Vous avez été de plus en plus nombreuses, vous êtes de plus en plus fidèles. Le cercle de l'amour, ce rond de l'amour qu'évoquait Martin, s'élargit de plus en plus. Ça nous touche, ça nous transporte vers l'année prochaine pour une saison 3. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. On prépare déjà les rendez-vous avec les experts. De tout cœur, on vous supporte, on vous aime. Un gros bisou. Ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye.